Plus tôt, vous avez mentionné Didier Anzieux, et je serais curieux de plonger un petit peu directement dans le sujet. Et un des grands concepts d'Anzieux, c'est le moi-peau. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'entend Anzieux par du coup moi-peau et en quoi cette métaphore est adaptée pour comprendre la souffrance d'un patient psychotique ou d'un patient schizophrène? Anzieux, bon, c'est un auteur que j'adore, hein. Vraiment, c'est un de c'est une de mes références, chouchou, si on puisse dire. Alors Didier Anzieux, il faut savoir que c'était donc c'était un psychanalyste français, qui au départ n'était pas psychanalyste. Il a fait une prépa, il a été prof de philosophie et puis il s'est réorienté. Alors je vais passer les détails sur sa vie, mais il a une vie, extrêmement, passionnante. Hem et en fait, Didier Anzieux, en reprenant ses études de psycho, il a commencé à faire des stages en soins somatiques et notamment en dermatologie. Et en fait, il s'est rendu compte que les expériences tactiles précoces, donc c'est vraiment les 1 contacts de la peau que le nourrisson peut avoir, mais même avant, heu, au niveau, intra-utérin, ont une importance absolument fondamentale dans la construction psychique de l'individu. Et en fait, pour lui, l'organisation psychique de l'individu émerge, se met en place avant tout à partir de ces expériences tactiles précoces. Et donc en fait, pour lui, la notion de moi, donc c'est-à-dire le moi dans cette conception freudienne, le moi, le surmoi et le ça, est avant tout ce qu'on appelle un moi corporel. C'est-à-dire qu'il existe, qui se forme, ce moi qui me permet de faire un distinguo entre l'environnement extérieur et l'environnement intérieur. Ben, en fait, il se forme grâce à un organe qui, à la base, permet cette différenciation, à savoir la peau. Et donc, en fonction des expériences tactiles précoces que l'on va avoir, notamment, pas que, mais notamment qu'on va avoir, la façon dont on va s'organiser psychiquement, je le dis vraiment de façon très vulgairement, va venir, structurer, notre organisation psychique. Alors il faut savoir qu'en psychanalyse, mais de toute façon de manière générale en psychologie, tous les concepts, inconscient, moi-peau, moi, surmoi, ça là, ce ne sont que des propositions pour appréhender l'organisation psychique de l'individu. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça ne veut pas dire que c'est faux. L'approche structurale, Lacan, c'est très bien, c'est hyper intéressant, mais la notion de position schizoparanoïde de Mélanie Klein et la notion de position dépressive est tout aussi intéressante. C'est juste que ce sont des propositions qui permettent de mettre du sens et d'essayer de comprendre comment l'organisation psychique de l'individu se forme. C'est des modèles. Et qu'à partir de ces modèles, et ben, du coup, ça va venir conditionner la façon dont le thérapeute va se positionner, la façon dont il va formuler des hypothèses de travail pour le patient. Se disant, bah tiens, là, ce serait intéressant de travailler sur tel et tel aspect. Si par exemple, bah, je prends par exemple les théories de Maggie Phillips sur le moi dissocié suite à un trauma, bah, on va faire l'hypothèse qu'on va travailler sur des parties du moi qui sont dissociées et qu'on va essayer de les réintégrer au moi qui est pas dissocié. Mais en fait, c'est de la popote interne. C'est ces propositions de repérer, essayer de mettre du sens sur la façon dont s'organise l'environnement psychique de l'individu, juste pour aider le thérapeute à essayer d'orienter son travail et de formuler, des hypothèses pour aider le patient dans la prise en charge. Ok, ouais, je vois. Et est-ce que vous pourriez décrire rapidement, pour si jamais il y a des écouteurs qui sont pas de licence de psychologie, ce que sont les concepts de moi, sur moi et ça, juste rapidement, brièvement, pour pas qu'ils soient trop perdus? Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. C'est ce que je me disais en disant ces mots un peu barbares. Alors, c'est très simple. En fait, Freud, comme quand même, l'organisation psychique de l'individu, c'est un peu complexe, il s'est dit: «Bah, on va essayer d'en faire une carte». Donc, ce qu'on appelle la topographie. Une sorte de carte géographique en disant, essayer de repérer différentes zones et donc je vous passe les détails parce que ça a mis plusieurs années à se construire, en plusieurs étapes, alors je vais aller à l'essentiel. Les dernières propositions de Freud, c'est qu'en fait, l'appareil psychique, bah, il y a 3 zones. Il y a le ça, c'est dit A, qui est, complètement inconsciente, et d'où viennent l'ensemble de nos pulsions, de nos instincts, de nos envies, de nos besoins, de nos désirs, mais qui ne sont pas formalisés, qui ne sont pas conscientes, qui ne sont pas accessibles à l'individu. Ensuite, il y a le moi qui fait
interférence qui fait, du coup, séparation frontière entre le ça et l'environnement extérieur, donc d'où l'importance, de cette question de comment penser le moi, d'où ça vient et cetera et c'est là que Anzieu est hyper complémentaire avec sa notion de moi-peau et donc le moi qui permet de filtrer ce qui se passe à l'intérieur vers l'extérieur, mais inversement, de filtrer ce qui se passe à l'extérieur vers l'intérieur et ensuite il y a le surmoi qui est on va dire très simplement l'intériorisation des interdits, des régulations, des censures de l'environnement. Alors on parle d'interdits parentaux. Moi j'aime bien, étendre cette dimension-là parce que, sinon on peut vite rentrer dans les clichés, le père, la mère, qui sont, oui, qui sont très importants tout à fait, mais il n'y a pas que eux, il y a aussi tout l'environnement dans lequel l'individu évolue et le sûrement en fait, intériorise un certain nombre de censures et d'interdits qui appartiennent à l'environnement. Bon. D'où aussi la question de l'importance du groupe. Parce qu'en fait, on voit bien que finalement, ces différentes zones, ces différents espaces se sont construits et ont émergé grâce à l'expérience que l'individu a pu faire dès les premiers temps précoces de son développement avec son environnement extérieur et donc le groupe qui l'entoure. Donc ça, c'est le ça, le moi, le surmoi. C'est un peu une carte de l'organisation psychique de l'individu. Plus tôt, vous avez dit, donc avec le moi peau, que le moi de l'individu se construisait à partir des contacts physiques qu'il pouvait avoir, soit intra-utérin, soit après, plus tard, dans les premières années de vie, avec ses parents, ses figures d'attachement, etc. Ouais. Et vous avez aussi dit que du coup, c'était des métaphores qui aidaient les thérapeutes à pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passait chez l'individu pour essayer de le guider au mieux. Et donc, comment est-ce que ce concept de moi peau vous aide, vous, dans votre clinique, lorsque vous êtes face à un patient schizophrène? Alors, il va m'aider sur 2 registres, cette notion de moi-peau. Il va m'aider, d'une part, sur la façon d'appréhender l'organisation psychique du sujet, schizophrène, mais pas que schizophrène, hein, parce que la notion de moi-peau, c'est une dimension qui est transversale et sur ma posture thérapeutique. Il faut savoir que, Anzieu, cette notion de moi-peau, il l'a fait évoluer et qu'en fait au fur et à mesure des années, il va plus parler de moi-peau, il va parler d'enveloppe psychique et en fait une refonte de la notion de moi-peau. Et qu'en fait, ces enveloppes psychiques, eh ben, elles peuvent avoir plein de textures différentes. Et que, en fonction de l'organisation psychique de l'individu, cette enveloppe n'est pas la même, n'a pas la même forme. Enveloppe psychique, moi, peau, moi, d'accord. Enfin, on est quand même toujours sur un peu le même registre. Et donc, un patient schizophrène, c'est un patient c'est un individu qui, heu, alors, dans la conception, freudienne, mais aussi, kleinienne, a une relation, fusionnelle avec l'environnement extérieur. C'est-à-dire que son environnement interne et l'environnement extérieur n'est pas tout à fait délimité. C'est-à-dire que c'est un peu comme s'il y avait une continuité. Souvent, on va dire que son enveloppe psychique, elle est morcelée. C'est-à-dire qu'il a une constitution du moi qui est morcelée. Le moi du patient schizophrène est morcelé. Et donc du coup, ça veut dire que, ces sensations, ces représentations, ces expériences, il va être difficile pour le sujet de l'attribuer à lui ou à l'environnement extérieur. Il y a une confusion, dans sa façon, d'appréhender l'environnement extérieur et ça va se manifester notamment par, qu'on appelle un investissement protoplasmique du monde extérieur. C'est-à-dire que, moi et le mur qui est derrière moi, c'est le même organe, quoi. Il y a pas de différenciation, en fait. Et quand, par exemple, il y a des hallucinations, d'organes, parfois, voilà, il y a des patients qui vont avoir des hallucinations, ils vont voir, leur bras qui est de l'autre côté de la pièce, ou des parties de leur corps, qui sont un peu partout. Bah, c'est parce qu'en fait, ils ne sont pas unifiés, quoi. Enfin, il y a vraiment une impossibilité de pouvoir opérer un distinguo entre l'environnement extérieur et l'environnement intérieur. Donc ça, la notion de moi-peau et par extension la notion d'enveloppe psychique permet de penser cet aspect-là. Alors après, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais j'utilise pas que cette notion pour penser ça. J'utilise aussi beaucoup les travaux de Bion avec la fonction alpha, les éléments bêta, beaucoup aussi également les travaux de Racamier, donc bon, c'est pas que la notion de moi-peau, mais en tout cas, ça permet de donner des indications sur la façon dont, le sujet schizophrène en est dans sa capacité à pouvoir faire un distinguo entre l'environnement intérieur et l'environnement extérieur et du côté du thérapeute, de pouvoir, du coup,
repérer également ce que ça va lui faire éprouver, ce rapport très, très particulier à l'environnement. Parce que le thérapeute, il est en face du patient et pour dire vulgairement, il se prend un peu plein axe ses modalités d'investissement psychique, quoi. Et ça peut être très, très violent, ça peut être extrêmement compliqué, c'est souvent très sidérant et du coup, il se passe des trucs du côté du thérapeute. Et alors pour ça, moi, j'ai proposé un concept qui est celui de porosité de l'enveloppe psychique, où en fait, dans les ressentis contre-transférentiels, c'est-à-dire ce que ressent le thérapeute au contact spécifiquement de ses patients, mais après, enfin, je me suis rendu compte que ça fonctionnait aussi avec d'autres patients, mais le thérapeute avait tendance à régresser et que son propre état du moi, sa propre capacité à pouvoir faire un distinguo entre l'environnement intérieur et l'environnement extérieur, opérait aussi une modification et que du coup, on pouvait, en tant que thérapeute, avoir accès à des parties très archaïques de soi-même, très régressées, et qui, à partir du moment où ces pensées contenues et travaillées, nous permettent plus facilement de travailler également avec le patient. Ça ne veut pas dire qu'on devient schizophrène, absolument pas. Parce on a fait beaucoup d'années d'analyse, on est au travail, on est en supervision, etc. Mais on a besoin, en tant que thérapeute, pour pouvoir comprendre, entendre et aussi accompagner le patient dans sa modalité d'être au monde, ce monde où les différenciations finalement font quand même question, de pouvoir aussi être au contact avec certaines parties archaïques de soi. Et en fait, ça se fait par un processus de régression qui va venir modifier de façon transitoire et momentanée notre état du moi vers une certaine forme de porosité, donc c'est-à-dire avec euh, des parties du moi qui vont un peu s'affiner, avec parfois voilà, une tendance à avoir de façon un petit peu plus transparente cette façon de différencier l'environnement extérieur et l'environnement intérieur, mais qui n'est pas totale, qui n'est pas complète, et donc, avec un travail de position méta, donc c'est-à-dire une capacité de faire un pas de côté, et de pouvoir aussi, garder une position haute, enfin haute, pas dans le sens vertical, mais dans le sens, réflexif par rapport à la rencontre clinique, bah, pouvoir le travailler et le mettre à la disposition du patient et échanger avec le patient. En fait, ça renvoie à une notion que j'adore, en psychanalyse et que je trouve extrêmement importante, qui est la notion de vertex de Bion. En fait, Wilfried Bion, qui est un autre psychanalyste anglais, en fait, il dit que, ben, les patients schizophrènes, ils ont un vertex. Ils ont une façon d'être au monde, une façon de se représenter le monde. Mais ce serait, complètement, heu, absurde et abscon de penser que cette façon d'être au monde et cette représentation du monde serait moins bien ou serait fausse par rapport à celle d'un autre individu qui ne serait pas schizophrène. Pourquoi notre représentation du monde serait mieux ou serait normale par rapport à celle des patients que nous rencontrons? Et je ne parle pas que des patients schizophrènes, de n'importe quel type de patient. Qui on est pour juger, du degré de normalité ou d'adaptabilité d'une façon d'être, d'une façon de se représenter les choses? Personne. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je travaille. Et donc du coup, l'idée, c'est que, notamment avec les patients schizophrènes, c'est d'essayer, nous, en tant que thérapeutes, déjà d'explorer leur propre vertex, leur propre univers, leur propre façon d'être au monde, mais aussi d'inviter le patient schizophrène à explorer le nôtre, de façon à ce que le patient schizophrène, mais aussi n'importe quel type de patient, et le thérapeute, soient en capacité de passer de l'un à l'autre, de façon contenante, de façon étayante. Et que finalement, le patient schizophrène, bah, peut-être qu'il va continuer à halluciner, peut-être qu'il va continuer à délirer, mais c'est pas le problème. À partir du moment où ça ne le fait pas souffrir, il a le droit, c'est sa façon d'être, il y a pas de souci, il reconstruit le monde qu'il veut. Mais qu'il soit aussi en capacité de pouvoir investir une autre réalité. Une réalité où ces modes de représentation n'existent pas forcément et où il peut s'adapter et il peut aussi faire un pas de côté. On appelle la position méta dans la schizophrénie. Ça, c'est une thèse qui avait été faite, par, Chadi Ashrafi Prévoto à l'université d'Aix-Marseille, une thèse très intéressante sur la position méta du patient schizophrène, donc cette capacité de faire un pas de côté, un peu comme celle que j'ai décrite tout à l'heure chez le clinicien, de faire un pas de côté et de rester dans une position réflexive, dans la rencontre clinique avec le patient, en dépit des mouvements de régression, qui peuvent nous traverser, mais qui en réalité sont un vrai outil thérapeutique pour travailler avec les patients.